Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de février, le bilan du challenge Petit Mois, Petite Lecture. J'ai participé pour la première fois à ce challenge. Je vous ai présenté pas moins de 27 livres lors d'une vidéo consacrée à ce challenge. Et je dois dire que le mois de février a été très fructueux, a été très riche en lecture. J'ai lu au total 15 livres, soit 1974... non, que dis-je, soit 1674 pages au total. En tout et pour tout, c'est-à-dire Livre Addict, plus les lectures en dehors qui ne sont pas comptabilisées sur Livre Addict. Sur les 27 livres que je vous ai présentés dans le challenge, j'en ai lu 12 au total. Presque la moitié, donc finalement, je suis plutôt satisfaite du résultat, mais la prochaine fois, si je participe à nouveau à ce challenge l'année prochaine, je reconnais que 27 lectures... Un livre par jour, c'est beaucoup trop. Je n'ai pas eu l'occasion du tout d'y parvenir. Ça m'a même mis en stress. Donc en fait, pourquoi s'infliger autant d'angoisse? Il y en a pas mal qui sont passés à la trappe finalement parce que je n'avais pas le temps de les lire et je préférais ne pas les lire plutôt que de les dévorer au risque de les oublier dans la minute qui suit en fait. Donc ça n'en a pas d'intérêt en fait de lire juste pour se gaver de livres entre guillemets. Pour moi en tout cas, ça n'en a pas. Les lectures que j'ai faites étaient très agréables pour la plupart. Des coups de cœur, des déceptions, il y a à peu près de tout. Je vais commencer par vous présenter les livres qui appartenaient au challenge Petit Mois, Petite Lecture et je finirai ce bilan par les lectures que j'ai faites en dehors du challenge. Et je commence ce point lecture avec ma toute première lecture du mois de février, ma toute première lecture en anglais de l'année et également un coup de cœur. Je pense à Aquicorn Cove de Cathy O'Neil aux éditions Onipress. C'est ici une lecture jeunesse en anglais sous la forme d'un graphique finalement d'une BD que j'ai découverte le tout premier jour du mois de février. Et ça a été un réel coup de cœur. Ici, nous allons suivre Lana qui retourne avec son père en bord de mer sur la terre natale de sa maman qui est aujourd'hui décédée malheureusement. Elle va venir en aide avec son papa à sa tante qui, suite à un orage très violent, a eu malheureusement de nombreux dégâts. Donc ils vont venir apporter leur aide pour nettoyer, réparer l'ensemble des dégâts causés par cet orage. Lena va se balader au bord de la plage et faire la rencontre d'un être un petit peu particulier, un petit peu fantastique. Une sorte d'hippocampe, mais pas vraiment en même temps, ni un cheval, ni une licorne. Donc bon, un être fantastique. Elle va lui venir en aide parce qu'il est blessé et finalement, grâce à ce petit être, elle va se rendre compte des modes de vie des habitants, des dommages qui ont été causés sur l'environnement, des valeurs que portait sa maman et qu'elle va elle-même, Lana, s'empresser de défendre également puisqu'elle a cette part de sa maman qui vibre en elle, qui vit en elle. J'ai adoré l'idée de porter, de véhiculer un message écologique fort, percutant parce qu'à la fin de votre lecture, vous avez envie de devenir comme Lana, une gardienne de la planète. En fait, moi, ça a été du moins ce que j'ai ressenti. C'est important de savoir qu'on peut déjà avoir des actions au quotidien qui peuvent avoir un impact déjà dans son environnement propre. Ici, à la fin, il vous explique bien, donc toujours en anglais, hein, bien sûr, mais on vous explique ici où est-ce qu'on trouve le récif de corail, quels sont les dommages qui ont été causés, en quoi nous pouvons justement prévenir et défendre notre planète, essayer de restaurer la santé de ces récifs. Et il rappelle le fait que même si une démarche individuelle a peu d'impact sur votre environnement, déjà elle est nécessaire, il ne faut pas se cacher derrière l'excuse de « Ah bah non, mais moi j'ai beau faire ça, si toi tu le fais pas, ça sert à rien, donc finalement ça sert à rien ». C'est un peu trop facile de dire ça et finalement de ne rien faire. On peut toujours essayer de faire bien à son échelle, mais bien sûr il existe des communautés, des actions collectives qui vous permettent d'avoir un plus grand impact au niveau de notre société. Et donc il fournit ce livre également le contact, les sites de références qui peuvent vous amener à avoir davantage d'informations de ce côté-là si jamais cela vous intéresse. Il n'y a pas que le message écologique, on s'attache beaucoup aux relations interpersonnelles, aux relations familiales. Nous allons suivre Lana dans son expérience du deuil et dans sa manière à elle de garder le lien avec sa maman et de la faire vivre, de continuer à faire vivre ce en quoi elle croyait. Nous allons suivre également sa tante, donc la sœur de sa maman. Elle aussi vit son deuil à sa façon, de sa manière, qui résiste à certains changements, comme d'autres villageois, qui résistent aux changements aussi,
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne va pas jeter la pierre en fait sur ceux qui ont des pratiques qui polluent aujourd'hui ou qui sont à l'encontre finalement du respect de la nature. On ne leur jette pas la pierre parce que finalement on se rend compte que chacun essaye de faire du mieux qu'il peut pour parvenir à garder un certain confort de vie, pour parvenir à défendre leur foyer, leur chez eux. Et donc ce n'est pas forcément mal intentionné. C'est, disons que la démarche est un petit peu peut-être égocentrique, mais finalement dans l'objectif de prendre soin des siens. Les fonds marins essayent de se protéger, la surface de la Terre essaye aussi de se protéger. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour bien s'entendre et agir en communauté finalement? Et donc c'est vraiment très porteur à ce niveau-là également. J'étais ravie de faire cette lecture en VO qui n'est pas si simple puisqu'ici il y a certaines contractions liées au genre graphique qui fait que Lana va s'adresser à son père, à sa tante de manière assez familière parfois, et donc il y a ces fameuses petites contractions dans les phrases, dans le vocabulaire utilisé également, liées au fond marin, aux poissons, au monde maritime que je ne connaissais pas, et donc j'ai beaucoup appris aussi en termes de vocabulaire au niveau anglais. Donc c'était un bel exercice pratique notamment, mais aussi une très belle lecture jeunesse. Le graphisme est magnifique, j'ai adoré. Cette lecture a été un réel coup de cœur pour moi, je l'ai noté 19 sur 20 sur Livre Addict. On ne peut pas avoir plus haut chez moi, donc clairement, je vous recommande cette lecture à 100%. Et puisque nous évoquons la question du deuil avec Lana, je vais rebondir de suite sur la deuxième lecture que j'ai pu faire au cours de ce mois de février dans le cadre du challenge. Il s'agit du Cimetière des mots doux, écrit par Agnès Ledig et Frédéric Pilot, aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est un livre, un album jeunesse très doux, très poétique sur la question du deuil, la question de la mort, abordée sans détour mais avec douceur. Doux, c'est le mot, je dirais, de ce livre, jusqu'à la texture de la couverture, qui est très douce, très agréable au toucher. Ici, nous allons suivre Annabelle, une petite fille qui fait malheureusement l'expérience du deuil à un âge très jeune, mais cette histoire est très originale dans le sens où il ne s'agit pas du deuil de son papa, de sa maman ou d'un membre de sa famille. Non, ici il s'agit de faire le deuil d'un camarade de classe, d'un petit garçon dont elle est amoureuse qui s'appelle Simon et qui malheureusement va décéder d'une maladie. Elle entend les discussions des adultes mais elle est tenue un petit peu à l'écart et en même temps on la suit dans ses émotions, on la suit dans son vécu, dans le fait que sa souffrance n'est pas moindre que celle d'un adulte, dans le fait qu'elle est parfois un petit peu perdue, elle se sent également impuissante dans la phase où Simon était encore présent, mais à l'hôpital, de comment elle pouvait être présente à ses côtés, comment elle pouvait lui témoigner tout son amour, puisqu'un amour, lorsqu'on est jeune, n'est pas moins important que lorsqu'on est adulte. Un amour est un amour en fait. Et c'était le sien. Et donc ici, c'est une histoire très touchante, très émouvante et surtout un très bel objet thérapeutique qui a été fait en collaboration avec une psychologue. Un très bel objet livre à mettre entre les mains de tous les parents afin d'aborder la question justement du décès, de la mort, parce que c'est un sujet qui parfois n'est pas facile pour les parents à aborder et je pense qu'ici ce livre le permet. C'est une lecture très douce et très poétique avec ce que j'appelle moi la sublimation. La sublimation pour moi c'est le fait de transformer une angoisse, une émotion désagréable en quelque chose de beau, d'artistique qui permet de se révéler, de se relever. Et ici le cimetière des mots doux porte bien son nom puisqu'ici la petite fille va utiliser un moyen très beau, très joli et très émouvant aussi pour pouvoir continuer, une fois Simon parti, à lui exprimer son amour, à lui faire part de ses émotions, à pouvoir les extérioriser d'une manière très belle et à pouvoir vivre son deuil finalement. C'est vraiment une très belle histoire que je vous invite à découvrir ici. Puisque je vous parle des objets livres qui peuvent servir en bibliothérapie, c'est-à-dire qui peuvent aider les parents à aborder des sujets sensibles auprès de leurs enfants, j'aimerais vous parler de Fanny et la nuit. Fanny et la nuit qui a été écrit par Maëlys Dauphren et Yann de AS aux éditions Alice Jeunesse. Ici, nous allons suivre Fanny qui a peur de la nuit et de tout ce qu'elle implique, c'est-à-dire l'obscurité, les ombres, le silence, le noir. Elle a peur de tout cela. Et donc sa maman lui conseille de parler à la nuit pour se rassurer. Et finalement, on ne sait pas ici s'il y a une part de fantastique. Est-ce que finalement la nuit va réellement répondre à Fanny? Ou est-ce qu'il y a finalement ce dialogue intérieur de Fanny qui va
parler à la nuit et s'imaginer en fait cet échange avec la nuit, voire même le rêver, finir par s'endormir et le rêver. Peu importe, ce qu'il en est, c'est que dans la réalité, pouvoir personnifier notre peur, donc personnifier ici la nuit, c'est cette forme de sublimation dont je parlais tout à l'heure qui est faite ici. L'objet de sa peur, la nuit, va devenir une amie, va devenir belle à ses yeux. Et pour cela, en effet, parler à la nuit va l'aider. Elle va lui parler et pouvoir lui exprimer ce qui lui fait peur chez elle. Déjà comme à une amie, pouvoir se confier. Et la nuit va lui montrer que les côtés qu'elle trouve effrayants, surprenants chez elle, peuvent être au contraire très rassurants. Prenons un exemple. Fanny va lui dire « Mais moi j'ai peur parce que le noir que tu imposes, il n'y a plus de lumière, c'est très oppressant. » Mais la nuit va lui répondre que ça peut être aussi enveloppant, contenant, comme une couverture, pour l'aider à mieux dormir en fait. Donc voir sa peur comme une amie, ça permet de soulager. Et puis souvent la peur est bien plus forte que le danger, la plupart du temps. Donc cela peut aider, donner des idées aussi aux parents et à l'enfant pour se détacher de ses peurs. Si par exemple vous avez un enfant qui a peur des araignées, vous pouvez l'amener à voir l'araignée comme une amie, à parler à cette araignée, à se confier à cette araignée pour finalement ne plus la voir comme un animal dangereux, mais plutôt comme un très bel animal délicat qui se déplace avec grâce et qui peut en plus créer de très belles choses comme les toiles d'araignée qui brillent avec les perles du rosée du matin qui coulent sur la toile d'araignée, ça peut être très beau. Donc finalement, c'est un principe qui s'applique à différentes peurs et le fait de sublimer, c'est le fait de passer de quelque chose de désagréable à quelque chose d'agréable, de quelque chose finalement qui nous est étranger à quelque chose de beaucoup plus familier, puisque la peur vient souvent aussi du fait d'être face à l'inconnu, face à un danger ou face à l'inconnu. Donc finalement, apprendre aussi à mieux connaître l'objet de sa peur, ça peut aussi rassurer un enfant. Donc n'hésitez pas à lui parler de la nuit, à lui montrer les étoiles, à lui montrer la beauté en fait de la nuit et son côté rassurant, pour justement l'aider. Et bien sûr, en histoire du soir, c'est très agréable. Donc ça aussi, c'est un moment de partage entre parents et enfants qui peut être privilégié pour un moment de détente, d'apaisement avant d'aller dormir. Il y a une image dans cet album qui m'a vraiment touchée par sa beauté. Et quand je vous parle de la beauté de la nuit, c'est la nuit dans sa robe. Voilà, je vous la montre ici. Voilà. Toute princesse rêverait d'avoir une robe pareille. Et donc la robe de la nuit, c'est vraiment magnifique, je trouve, d'avoir cette image-là et de pouvoir s'approprier finalement cette peur différemment. Puisque nous parlons de peur, d'angoisse, il n'est pas rare que les enfants ayant des troubles du langage, des troubles de la communication, des difficultés à communiquer, soient plus anxieux, plus stressés que d'autres personnes, que d'autres enfants. Et cela me fait rebondir sur la prochaine lecture. I Talk Like a River, je parle comme une rivière, écrit par Jordan Scott et illustré par Sydney Smith aux éditions Walker Books. Ici, il s'agit d'un album jeunesse écrit en anglais que j'ai lu dans sa version originale. Je ne m'attendais pas à apprécier cette lecture, très honnêtement, parce que le graphisme, au premier abord, ne m'a pas du tout convaincue. Je n'y étais pas du tout réceptive, en fait. Très clairement, il y avait certaines images qui, au contraire, me repoussaient un petit peu, comme celle-ci, par exemple. Et pourtant, cela a été un réel coup de cœur. Cet album jeunesse est un coup de cœur, vraiment. Vous parlez de ces livres thérapeutiques, dans le sens qu'ils peuvent aider les parents auprès de leurs enfants, qui peuvent faire du bien au moral, qui peuvent faire du bien à surmonter certaines difficultés de la vie. Et bien ce livre en fait partie. Cela a été un réel coup de cœur, une claque. Il s'agit d'un fait réel, presque d'un témoignage, je dirais, dans le sens où Jordan Scott, l'auteur, ici revient sur sa propre histoire, sur son histoire personnelle. Ici nous allons suivre donc ce petit garçon. Au quotidien il souffre du silence dans lequel il s'enferme puisqu'il bégaye. Il y a des jours où les mots ne sortent pas comme il l'aimerait, ça reste coincé au niveau de sa gorge, au niveau de sa langue. Et donc parfois ça l'amène même à avoir des réactions, on va dire, manifestations corporelles gênantes. À savoir que quand il essaye de formuler une syllabe, il y a des contractions, des crispations du visage qui vont se faire et qui vont être gênantes, d'autant plus avec ses camarades de classe. Il va subir les moqueries, la surprise, l'incompréhension de ses camarades qui du coup
vont le mettre dans des situations parfois malaisantes, très gênantes, notamment lorsque le professeur lui demande bien de répondre devant toute la classe ou d'aller carrément au tableau faire une présentation. Il a notamment un jour la difficulté de se retrouver face à tout le monde. Chacun doit exposer le lieu au monde qu'il préfère, dans lequel il se sent le mieux. Et lorsque vient son tour, il est incapable d'en parler, il est incapable d'exprimer un seul mot. Ça le met dans une angoisse, mais totale à l'intérieur de lui-même. C'est l'angoisse. Et ça, il n'y a que lui pour l'exprimer, pour le vivre. Et il l'exprime très bien au travers de ce livre. Et son papa va venir le chercher à l'école. Et il sait reconnaître quand ça a été pour son fils un mauvais jour, entre guillemets. Et là, il l'amène se promener le long d'une rivière où là, pas besoin de parler, pas besoin de mots pour pouvoir s'apaiser. Juste le bruit de la nature, le contact de l'environnement, le retour au calme lui fait du bien. Ils vont s'installer, s'asseoir et là, son père va lui montrer la rivière. À un endroit où elle est assez tumultueuse, assez bruyante, assez vivante, où elle n'est pas calme ni lisse en fait, elle va au contraire créer de l'écume, se frotter, se percuter contre les rochers, éclabousser, vriller, tourbillonner. Elle a du mouvement, elle a de la vie, elle a le flot. Et ça, son père va lui montrer ce mouvement de la rivière, de l'eau, et va lui dire, tu vois le mouvement de la rivière? Eh bien, toi aussi tu parles. Tu parles comme une rivière. Ta communication n'est pas toujours fluide, n'est pas toujours lisse, mais elle est naturelle. Finalement, elle lui permet de s'accrocher à une image réelle, concrète et en plus naturelle, un phénomène qui est créé par la nature et qui nous dépasse et qui montre en fait que oui, tout n'est pas toujours stable, monotone, pas du tout. Il y a des accents, il y a des ponctuations, il y a des levées, des montées, des descentes. Et finalement, c'est ce qui se passe dans sa communication. Et le papa, en disant ces quelques mots, apporte un réel cadeau à son fils, change sa vie en fait et sa perception, la perception de sa difficulté, de son complexe, et finalement va considérablement l'aider. Il va le sauver de par ces quelques mots. Son enfant va du coup retourner à l'école et devoir affronter la fameuse épreuve où il doit parler de l'endroit où il se sent le mieux au monde. Les 2 dernières phrases sont percutantes, saisissantes. J'ai adoré cette lecture, j'ai été extrêmement touchée par cette histoire. À la fin, vous avez quelques explications, une page en fait, d'explications de la part de l'auteur qui explique en fait sa propre histoire, qui est vraiment très proche en fait de celle qui est racontée, qui est contée ici. Il explique aussi l'impact d'un trouble de la communication sur la perception de son corps, sur la confiance, l'estime, etc. Et sur aussi le fait qu'il ne faut pas jeter la pierre aux autres qui finalement sont surpris ou qui ne savent pas toujours comment réagir parce que c'est normal pour nous, ça paraît simple de communiquer, de s'exprimer, mais finalement ça ne l'est jamais quand on commence à être timide, à avoir peur, à bégayer nous-mêmes ou à assurer nos mots ou avoir des spasmes en fait de stress, ça peut arriver en fait à quelqu'un qui ne bégaye pas en temps normal, ça m'arrive également et c'est vrai que c'est gênant lorsque ça se passe en public, on essaie de gérer soi-même son stress, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de soi-même. Et c'est ce qu'évoque ici l'auteur, et c'est vraiment très percutant. À mettre entre les mains de tout enfant, qu'il vive ou non cette situation, à le mettre parce que ça peut lui permettre de mieux accepter aussi la différence chez quelqu'un d'autre, de mieux accepter sa différence aussi, ses difficultés propres, et de peut-être s'accrocher à quelque chose de naturel tel qu'une rivière, pour avoir une image réconfortante, rassurante, contenante de ce stress, de cette angoisse. Là aussi, c'est une forme de sublimation quelque part, mais aussi de pouvoir avoir un espace refuge, un espace dans lequel tout va bien, c'est réconfortant, c'est sécurisant. Une bulle de sécurité, finalement. Un très bel ouvrage que je vous conseille vivement. Je l'ai noté également 19 sur 20 sur Livre Addict, vous vous en doutez. Une pure pépite. Puisque nous parlons du fait de parfois se retrouver comme bloqué, de ne plus avoir accès aux mots, j'aimerais rebondir sur la prochaine lecture. Ici, il s'agit du livre du rien, écrit par Rémi Courgeon aux éditions Seuil Jeunesse. Ici, nous allons suivre Alicia qui reçoit de la part de son grand-père un livre, ce livre-là, où les pages sont blanches et où il n'y a pas un seul mot. Elle est très surprise de ce présent, ne le comprend pas. Son grand-père pense même qu'elle est déçue au départ et finalement il finit par lui expliquer qu'il s'agit ici d'un livre où elle aura toujours
à tout moment une idée, dès le moment où elle l'ouvre. Alors il ne s'agira pas forcément de l'idée du siècle, hein. Il peut s'agir de plein d'idées qui ne sont pas forcément à retenir, mais parmi toutes ces idées, il y en aura forcément de bonnes. Et donc il lui transmet ce cadeau, donc un cadeau, une transmission intergénérationnelle ici, qui se fait. Son grand-père va décéder peu de temps après et donc ce livre va permettre à Alicia de faire son deuil et d'expérimenter le deuil d'une manière finalement différente peut-être de sa famille, puisqu'elle ne va pas avoir forcément cette peine, cette tristesse qui va la submerger, l'envahir, puisqu'elle va avoir cet objet livre auquel se raccrocher. Alicia va continuer sa vie avec la présence de ce livre. Son grand-père lui avait dit d'en prendre grand soin, de ne jamais écrire dessus et de ne pas le laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit l'abîmer. Donc elle va vraiment en prendre grand soin, d'autant plus suite au décès de son grand-père, puisque ce livre va prendre une valeur d'autant plus forte, d'autant plus élevée. Ici, il va l'aider, l'accompagner dans sa vie et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle l'ouvre, elle a une idée qui va lui venir dans la minute, dans l'heure qui suit, mais toujours une idée. Et finalement, ça va l'accompagner dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans ses passions. Ce livre va stimuler sa créativité. Je pense que chacun devrait trouver son objet d'inspiration. C'est vraiment une très belle histoire de transmission intergénérationnelle, de créativité, de passion, de suivre son intuition et une très belle façon aussi d'aborder encore une fois la question du deuil avec un objet sur lequel nous pouvons déposer la perte. La fin se termine d'une manière très originale que je vous laisse découvrir. Je ne mentirai pas en disant finalement que vous tenez en main le livre que possède Alicia, ce livre qui lui a été transmis par son grand-père. C'est une lecture que je vous conseille également. Et puisque nous parlons de création, je rebondis de suite sur Aspergus et moi, un album jeunesse qui a été écrit et réalisé par Didier Lévy et Pierre Vaquès aux éditions Sarbacane. Alors, ici, il s'agit d'un livre assez grand dans sa taille, vous l'aurez constaté. C'est un objet artistique, aussi bien au niveau du scénario, puisque nous allons entrer dans l'univers d'un atelier d'artistes, qu'au niveau du graphisme. Ici, les illustrations sont réalisées de façon très artistique également. Ici, il parle d'illustrations faites selon la manière noire, ils appellent ça la manière noire. Ce sont en effet des illustrations très sombres avec un contraste de couleurs, puisqu'ici, par exemple, on a, vous le voyez, le contraste de la couleur orange qui ressort de suite très fortement sur le côté sombre, au contraire de l'image, de l'histoire. Nous allons suivre ici cette petite souris qui va venir en aide au maître Aspergus avec lequel il vit dans son atelier. Aspergus est un artiste renommé, reconnu pour ses œuvres. Néanmoins, il traverse une période à vide, un petit peu comme une panne de lecture pour les lecteurs. Ici, il va ne plus avoir foi en lui, il ne va plus être fier de ses créations. Et cette petite souris va lui redonner son élan artistique, va lui donner des idées, va devenir sa mine à projet, sa mine à idées finalement. La petite souris va devenir son conseiller principal, donc promotion. Et ils vont nouer une relation vraiment très fusionnelle, puisqu'à chaque fois, suite à une idée, on vient une autre, etc. Et donc ça va amener Aspergus, notre artiste, à sortir de sa zone de confort à chaque fois et à mieux se révéler, se réaliser, mieux se connaître également et donc à vraiment expérimenter de nouvelles choses qui vont avoir beaucoup de succès également. Mais comme toute idée, comme toute mine à projet, au bout d'un moment, comme beaucoup de choses ont été expérimentées, on arrive à une sorte de seuil, de palier, de plateau sur lequel, une fois qu'on est arrivé là, on a un passage où on n'a plus forcément d'idées qui nous viennent. Et donc, nous allons suivre l'évolution de la relation entre Aspergus et cette petite souris qui appréhende d'arriver à ce fameux seuil. Que va-t-il advenir de lui ? Aspergus va-t-il le garder à ses côtés ? Ne va-t-il pas lui faire perdre sa promotion ? Que va-t-il se passer ? Et donc nous allons suivre leur relation et le devenir de cette petite souris suite à cela. C'est une très belle histoire qui parle également de création, qui parle également de toujours avoir un projet finalement en tête, c'est en cours pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment une très belle œuvre que je vous conseille
également. Et puisque nous parlons de petits animaux, nous allons passer d'une petite souris à un petit escargot en suivant l'histoire de Hector, l'escargot qui voulait changer de coquille. Écrit par Jean-Baptiste Baudel qui est à la fois l'auteur et l'illustrateur de cet album jeunesse, puisqu'en fait il raconte des histoires à ses deux filles le soir et finalement il s'est dit pourquoi pas les écrire et les illustrer. Et il a bien fait puisque moi j'ai adoré, j'ai littéralement craqué pour la couverture de cet album jeunesse qui est mais juste magnifique. Vous voyez ces couleurs sublimes, très vives, qui pour moi appellent au printemps. Donc une lecture idéale pour l'arrivée du printemps justement. Ici nous allons suivre Hector, cet escargot qui vit dans sa communauté d'escargots mais qui se lasse, qui en a marre que tout le monde se ressemble, que tout le monde soit pareil et de ne pas pouvoir se différencier des autres. Bien sûr, ils se connaissent entre eux, donc ils se reconnaissent, mais ils ont tous la même coquille, ils n'ont aucun signe distinctif les uns des autres, et donc finalement Hector en a marre, il prend la route, il prend son baluchon et il s'en va en fait à travers la forêt pour découvrir ce qui pourrait lui permettre de se distinguer, de se différencier et de s'affirmer. Et finalement, lors de son parcours, nous allons le suivre dans ce petit pèlerinage dans la forêt où il va tout faire en fait pour essayer, expérimenter et changer sa coquille avec d'autres objets qui parfois vont l'amener dans des situations plus que gênantes, plus que malaisantes, mais au final, il va finir par trouver sa voix, trouver sa manière à lui d'exprimer son individualité et il va revenir au sein de son groupe à surprendre la plupart de ses congénères. De voir son épanouissement, ça va inciter certains à faire la même chose, à en faire de même. Et finalement, grâce à Hector, ils vont tous trouver le moyen de s'exprimer, de trouver leur part d'individualité. Cet album témoigne de la quête identitaire de chacun, de cette volonté de pouvoir être différent, de pouvoir s'assumer, de pouvoir s'affirmer également auprès des autres, auprès de ceux qui nous aiment. C'est une très belle histoire pleine de valeurs, pleine de beaux messages et pleine de vie. J'ai vraiment apprécié cet album et j'espère en découvrir d'autres de cet auteur et illustrateur. Puisque nous parlons de différence entre les êtres vivants, je rebondis sur l'album jeunesse, un graphique que j'ai lu sur l'application Kindle, Cœur de pierre, qui a été écrit par Séverine Gauthier et illustré par Jérémy Almanza. Ici, il s'agit de témoigner de la différence dans les émotions, dans la construction de notre cœur et de l'appréhension de situations suivant notre éducation, suivant notre environnement et les accidents de la vie également. Nous allons suivre l'histoire d'une petite fille qui est un véritable cœur d'artichaut et qui va s'éprendre d'un cœur de pierre. Un petit garçon qui, lui, dès sa naissance, le médecin a expliqué aux parents qu'il avait un cœur de pierre. Malheureusement, ses parents, sachant cela, l'ont un petit peu délaissé, l'ont carrément délaissé en fait, ne lui ont pas apporté l'affection, l'amour et l'attention suffisante, ce qui fait que cela a amplifié ce cœur de pierre, l'a isolé. Donc ici, la petite fille au cœur d'artichaut va s'éprendre du jeune garçon à ses risques et périls, puisque forcément le jeune garçon n'a que faire de ses marques d'attention, de son affection, de son amour débordant vis-à-vis de lui. Il ne le comprend pas, il ne le percute pas, et donc il a forcément le retour un petit peu surprenant pour elle. Il en est indifférent, il rejette en fait ses avances, et donc clairement, au début, ça lui convient parce qu'elle est pleine d'amour, elle est pleine de joie, de vie, et donc finalement elle reste en fait dans sa manière de fonctionner, mais ça va finir par l'altérer et elle-même, sa joie de vivre va finir par s'éteindre. Un troisième enfant va faire son apparition, un petit garçon au cœur d'or, et donc lui il va essayer de réparer ce petit cœur blessé. Il va y parvenir, la plus grande détresse finalement de Cœur de pierre qui voit les deux finalement partir ensemble. Et lui va finir seul et finalement percuter que le fait de ressentir l'absence de cœur d'artichaut, ça va lui permettre de réaliser finalement, de ressentir enfin les choses. J'ai apprécié dans ce graphisme que l'on aborde la différence d'éducation et du coup la différence dans la construction d'un enfant. On ne jette pas ici la pierre aux parents, attention, c'est vraiment très bien mené, ce qui fait qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir ou quoi que ce soit. On témoigne juste de l'importance de l'environnement de l'enfant et de l'ambiance qui est majoritaire en fait dans cette ambiance et qui va forcément impacter sa manière de percevoir la vie et de percevoir autrui aussi. La fin n'est pas facile de cette histoire puisque nous terminons avec Cœur de pierre que jusqu'ici on avait défini comme ayant un cœur de pierre et en fait cette histoire est très belle dans le sens très triste, à la fois très émouvante mais aussi très belle dans le sens où elle rappelle qu'attention,
toute personne qui a soi-disant un cœur de pierre a un cœur en fait, a un cœur quoi qu'il arrive derrière, une sensibilité et qui finira par revenir à la surface, remonter. Et c'est ce qui se passe ici dans cette histoire. J'ai été un petit peu surprise par la fin via l'application Kindle. C'est vrai que de lire une BD sur l'application Kindle, c'est terriblement agaçant. Parce qu'en fait, à chaque fois que je voulais switcher à une bulle suivante, il ne me revenait pas à la bonne ou il m'envoyait à la page d'après, donc il me spoilait. Enfin, c'était vraiment très compliqué dans ma lecture de lire une BD. Je n'ai pas vu la fin arriver, ce qui fait que lorsque je suis arrivée dans les derniers mots, j'ai dû revenir en mode mais c'était la fin. Mais en même temps, j'ai trouvé que cette création était très intéressante, notamment au niveau du graphisme, puisque je vous disais, il y a cœur d'artichaut, cœur de pierre et cœur d'or, et chacun a sa palette de couleurs en fait. Nous avons cœur d'artichaut qui, elle, a été élevée avec des parents qui ont confiance en elle, confiance en ses ressources, en ses valeurs, en ses qualités, et qui lui fait savoir. Et du coup, son monde est rose, plein de couleurs, très princesse, très joyeuse, très heureuse, très chaleureuse. Donc là, tout va bien, c'est le monde rose. Nous avons cœur de pierre dont les parents, eux, ont dès la naissance délaissé leur enfant, ne lui ont pas apporté l'affection, l'attention. Il est devenu solitaire, un petit peu aigri face à la vie et donc ça se ressort aussi au niveau du graphisme avec un monde noir, un monde gris, obscur finalement, de dépression. Et nous avons le personnage cœur en or, lui, cet enfant qui lui a été élevé dans une cage dorée par ses parents qui l'ont prévenu des multiples dangers de la vie et qui lui ont dit attention, attention. Donc ils l'ont élevé dans la sécurité, dans un cocon extrêmement en surprotection. Et donc là, c'est un monde au contraire très chaleureux avec des couleurs plutôt dorées, or, un cœur d'or en fait, voilà tout simplement. Donc on a ces trois cœurs et donc ces trois univers graphiques, ces trois palettes de couleurs différentes qui se rencontrent puisque quand cœur d'artichaut rencontre cœur de pierre, les deux palettes de couleurs se rencontrent et se mélangent un petit peu également. De même, quand cœur d'artichaut finit par être atteinte par les émotions de cœur de pierre, finalement, elle va avoir cette aura qui va diminuer et devenir de plus en plus noire autour d'elle. Ça va se recentrer, se perdre. Et c'est là qu'on voit, on suit également finalement les émotions, l'évolution des personnages de par les couleurs. Et là, le jeu du graphisme est magnifique. Vraiment, j'ai adoré. Donc, très belle œuvre graphique également. J'aurais apprécié avoir ce livre en version papier finalement plutôt que de le lire sur la version Kindle qui a affecté ma lecture là, je dois dire, et ce n'est pas l'auteur ni l'illustrateur, là pour le coup c'est vraiment l'application qui, elle, pour lire une BD sur Kindle, c'est pas simple du tout. Donc je vous conseille cette lecture graphique mais en version papier de préférence. Puisque je vous parle des œuvres graphiques que j'ai lues sur l'application Kindle, j'ai enchaîné Cœur de pierre avec Clochette au pays des merveilles, donc je vous affiche ici également, qui a été écrit par Chris et Pena aux éditions Le Lombard. Ici nous allons suivre Clochette qui est à Londres et qui croit avoir aperçu Peter Pan dans une librairie de Londres. Elle va s'y infiltrer la nuit et se retrouver coincée par le libraire qui va refermer un livre sur elle et ce livre n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'Alice au pays des merveilles. Donc il va envoyer Clochette dans ce monde parallèle. Elle va se retrouver dans ce monde qui lui est inconnu et dont elle va essayer de se sortir grâce à l'aide d'Alice également. Donc mélanger les deux mondes, en soi, l'idée m'a vraiment plu. Je trouvais ça génial, d'autant plus que je suis actuellement, vous le savez sans doute, la série Once Upon a Time. Donc mélanger les mondes entre eux, ça ne me dérange pas du tout à partir du moment où le lien entre les contes est bien mené. Et c'est ce qui m'a terriblement manqué ici, mais pas que. Je vous explique. Cette œuvre graphique, pour moi, a malheureusement été une grosse déception. Et probablement la première déception pour moi de 2022, parce que c'est rare que je sois déçue vraiment d'une œuvre à ce point. Mais je m'explique. Au niveau du graphisme, j'ai adoré la palette, les tons de couleurs apportés par l'illustrateur, par cet artiste, qui rend hommage en fait à la magie, à l'univers magique, à la féerie du conte, à la féerie que l'on atteint dans Clochette, dans Alice au pays des merveilles. Vraiment, au niveau du graphisme, j'ai bien aimé la palette de couleurs, mais par contre, le parti pris dans la représentation des figures féminines de Alice et de Clochette, alors là, non, pas du tout, c'est pas passé là. C'est pas passé du tout me concernant. Ici, nous avons une Clochette digne d'un film porno. Nous avons une Alice qui a été refaite et botoxée à fond de partout dans le corps. Donc je n'ai rien, attention, contre la chirurgie esthétique, hein, qui peut au contraire aider certaines femmes à dépasser certains complexes. Libre à chacun aussi de faire
ce qu'il le souhaite et ce qu'il entend. Mais de dessiner chaque femme, qui sont en plus des figures, mais très connues de l'univers Disney, de l'univers des contes, et de les reprendre, de dégrader l'image de la femme, parce que pour moi il y a une réelle dégradation, parce qu'elles sont très vulgaires et très sexualisées. Et donc ici ça transfère finalement comme une pensée de l'homme, de la femme, comme une atteinte qui pour moi est dégradante en fait. Je ne suis pas féministe de nature, mais là moi-même ça m'a choquée en fait. Donc je suis allée voir certains commentaires sur Livre Addict pour m'assurer que je n'étais pas la seule et que peut-être que je faisais un blocage en fait qui m'était personnel mais que pas forcément justifié. Et finalement, eh bien non. Ça m'a rassurée quelque part de voir que d'autres lecteurs avaient été choqués, mais vraiment choqués, de voir cette représentation de la femme, de voir cette représentation des figures que l'on connaît si bien. Alors, ce n'est pas lié au fait qu'on est en résistance face au changement, pas du tout, parce que comme je vous le disais, moi j'étais très ouverte à au synopsis, à l'idée même. Mais là, c'est un choix de l'auteur et de l'illustrateur que je respecte totalement, mais qui malheureusement ne l'a pas fait avec moi. Ça, c'était concernant le graphisme. Maintenant, côté scénario, ça ne l'a pas fait non plus parce que je n'ai réellement mais rien compris à l'histoire. Et ce n'est pas uniquement l'application Kindle qui a malheureusement pas joué non plus en sa faveur. C'est-à-dire que certes, j'ai déjà galéré d'aller d'une bulle à une autre parce que l'application Kindle, c'est un petit peu compliqué pour peu qu'on fasse une mauvaise manip. Il fallait même parfois que je sorte de l'appli pour y revenir. Enfin bref. Mais au-delà de cela, l'univers, le scénario, j'ai pas compris non plus. Ça a été pour moi le fait de mettre plein de personnages dans le même univers, de le faire se succéder avec des scènes qui s'enchaînent, mais sans réel intérêt, sans réelle intrigue. Je ne me suis pas attachée aux personnages, je n'ai pas compris, je n'ai pas ressenti de mystère, ni d'envie de savoir la suite. J'ai failli abandonner 2 fois ma lecture. J'ai poursuivi parce que je ne voulais pas l'abandonner et que pour moi, critiquer, c'est facile. Mais critiquer, pour moi, c'est possible quand on a goûté, quand on a testé, quand on a fait, quand on en a fait l'expérience finalement. Et du coup, en étant allé jusqu'au bout, eh bien, je me suis fait mon avis. Mais bien sûr, attention, il s'agit ici que de mon avis. Il peut être différent et peut-être que vous allez adorer cette BD et cette histoire. Il me semble qu'il y a un tome 2 qui est prévu parce qu'à la fin, ça se termine d'ailleurs sans fin finalement pour moi. On atterrit au Pays d'Oz et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, il y a une fin, il y a quoi? Et ce n'était pas présenté comme une saga. Donc c'est pour ça que moi, j'étais pas partie dans l'idée d'avoir un tome 2 mais plutôt d'un one shot. Donc là non plus, je n'ai pas compris. À voir ce qu'il en est, mais que ce soit au niveau du graphisme, au niveau du scénario, franchement je n'ai pas adhéré. Ça ne l'a pas fait, j'en suis désolée, j'en suis d'autant plus désolée en fait que peut-être que j'étais mal partie en effet en m'attendant à un album jeunesse, un graphique jeunesse pardon. Et peut-être aussi que j'en attendais trop de par la couverture qui est sublime, vraiment. J'ai adoré, comme je vous l'ai dit, le ton des couleurs magiques, féeriques. Et l'idée de mélanger les deux mondes, vraiment, ça, c'était au top. Mais après, j'ai trouvé que c'était malheureusement très malmené et c'est ça qui ne l'a pas fait avec moi. Je vous propose de rester dans l'univers des contes, mais cette fois-ci, revenons à un album qui est cette fois dédié à la jeunesse, pour sûr. Réponse, écrit par Koshka et illustré par Sophie Lebeau, qui reprend non pas le conte d'origine, puisque comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, les contes d'origine ce sont ceux qui ont été contés, mais le conte tel qu'on le connaît des frères Grimm. Ici c'est une lecture idéale pour une histoire du soir entre parents et enfants, qui reprend donc l'histoire de Réponse et qui rappelle notamment le fait, et ça je ne le savais pas il y a 3 mois de cela, donc vraiment c'était un enrichissement pour moi, que Réponse à la base c'est quand même une plante, celle-ci. Donc c'est une plante avec des fleurs comestibles et des feuilles qui en général étaient utilisées comme une salade en fait. Donc Réponse vient d'une plante et ça je l'ai appris tout d'abord grâce à Lou Luby, l'autrice de Et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées. Elle revient sur le conte de Réponse et elle explique l'origine en effet du prénom Réponse. À la base il me semble même qu'ils avaient utilisé du persil et non pas les réponses, mais bon... Chérie, amène-moi du persil! Bon, ça le fait moins que Réponse, donc forcément, les frères Grimm se sont décidés à changer un petit peu, à apporter des modifications et à y mettre de la réponse. Au niveau des images, au niveau du graphisme, ici on est vraiment dans une approche très douce, très intéressante. On n'aborde pas la magie des cheveux ici de Réponse, mais plutôt la magie de ses larmes. Donc c'est assez intéressant aussi de voir les nuances par rapport aux contes de Disney. Et donc je vous conseille cette lecture en histoire du soir à partager avec votre enfant. Pour rester dans l'univers du rose, j'ai enchaîné avec Cabinet médical Bonjour, écrit par lectrice indépendante. Ici, il s'agit d'une auto-édition.
Je vous conseille cette lecture un jour où vous ressentez le besoin d'une bouffée d'oxygène, de sourire, d'avoir des éclats de rire spontanés. J'ai lu cette lecture justement un jour où rien n'allait dans ma journée et vraiment en une demi-heure, ça se lit très facilement et ça m'a fait rire aux éclats. J'ai vraiment adoré cette lecture. Il y a quelques fautes qui ont persisté à la relecture et aux corrections multiples de cet ouvrage. Néanmoins, l'autrice est très ouverte à l'échange et en a pris note, notamment pour si jamais elle réédite certains exemplaires. Alors c'est vrai que si vous avez comme moi un radar par rapport aux fautes d'orthographe ou de conjugaison, ça peut légèrement altérer votre lecture, mais néanmoins ça restait un moment très agréable à lire. La dernière lecture de ce challenge, il s'agit du Collier rouge écrit par Jean-Christophe Ruffin. Ici l'édition est toute particulière puisque je n'ai pas vraiment su la définir, elle n'est ni sur Livre Addict ni sur Bibliotroc. Il s'agit d'une édition spéciale pour le club de je ne sais quel club, hein. Mais ici il s'agit du livre du mois. Le Collier rouge. Nous allons suivre 3 personnages au destin qui vont se retrouver liés. Nous allons suivre l'histoire d'un héros de guerre qui est toujours emprisonné, qui du coup attend dans sa cellule, le juge chargé de son affaire et celle d'une femme qui vit non loin de là et qui travaille dans les champs mais qui a l'air d'en savoir bien plus sur cette affaire qu'on ne le penserait. Ces 3 personnages vont se retrouver liés, notamment par la présence d'un chien. Un chien qui, lui, reste jour et nuit devant la cellule du prisonnier. J'ai eu pas mal de difficultés au début de ma lecture. Je la diviserai en 3 parties finalement. La première partie, je me suis ennuyée. On ne va pas dire cela autrement. Il y a beaucoup de longueur, beaucoup de descriptions des camps de guerre, c'est très long, peu d'action, peu d'émotion aussi. La seule chose qui m'a tenue, c'est la présence du chien, puisque je suis assez sensible à la souffrance, à la détresse animale, à la loyauté, aux valeurs qu'ils engagent, et du coup c'est vrai que c'est le seul personnage finalement qui m'a tenue, et heureusement, puisqu'après à la seconde partie il y a un tournant dans l'histoire avec la présence de Valentine, cette femme qui apporte, qui amène avec elle de l'émotion, de la sensibilité qu'il n'y avait pas dans la première partie. Et c'est là en fait que pour moi j'ai commencé à entrer dans l'histoire. Valentine est très mystérieuse de par son côté à la fois sauvage et à la fois romantique. On a envie d'en savoir plus. Et puis bien sûr il y a toujours la présence du fameux chien avec cette question de est-ce qu'il s'agit de fidélité, de loyauté ou de souffrance, de détresse. Voilà, à savoir. Et puis enfin, la dernière partie va très vite, il s'agit du final. Et là, il y a une accélération brutale dans le rythme. Elle se termine, mais alors en quelques pages finalement. Cela, je sais, a sensiblement percuté certains lecteurs qui ont critiqué cet aspect-là. Le fait que ça se termine trop vite. Ces lecteurs ont eu la sensation d'une fin bâclée. Moi, je ne l'ai pas vécu de la même façon. À savoir que j'ai trouvé que c'était sans doute voulu, recherché, un effet recherché dans le sens où les longueurs finalement accentuent l'effet que l'on ressent à la fin avec une telle accélération qui est en rupture totale avec les longueurs du début et qui explose comme une vérité qui éclate en fait avec le mot de la fin. Et ce mot-là va définir et va dénouer toute l'histoire, toute l'intrigue. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré ce principe-là et cela m'a même donné envie de découvrir l'adaptation en film qui existe également. Voilà, je reste sur mon idée que la première partie manque quand même de sensibilité et d'émotion, mais je ne regrette pas de m'être accrochée dans ma lecture et d'être allée jusqu'au bout. Enfin, il y a eu 3 lectures que j'ai faites en dehors du challenge. La première, il s'agit d'une lecture que j'ai commencée en janvier mais que j'ai terminée au mois de février. Il s'agit d'un rêve de renard écrit par Mina Sandberg aux éditions Achilleos. Donc ici, c'est une grosse bricasse, je ne vous mentirai pas, d'à peu près 600-800 pages. J'ai découvert le travail de Mina Sandberg via cette œuvre-là, qui m'a été offerte en cadeau de Noël par mes parents, que je remercie car l'objet livre est magnifique. J'ai vraiment un coup de cœur pour cet objet livre et un grand respect pour Mina Sandberg qui est à la fois l'autrice et l'illustratrice de cette œuvre-là, qui lui a valu le travail de pas moins de 2 années, me semble-t-il, puisqu'elle a des notes en fin d'ouvrage qui nous permettent d'en apprendre plus sur la réalisation de cette œuvre, sur
à la fois son côté graphique et le côté du scénario. Ici, cette histoire traite des légendes des pays nordiques tels que la Finlande où les renards sont chargés du bon fonctionnement des aurores boréales. Et ici, nous allons suivre un jeune renard qui est un petit peu gaffeur sur les bords et qui va créer une fissure et donc un espace spatio-temporel finalement qui va envoyer tous les habitants d'un village non loin d'ici dans l'espace, au milieu céleste, vers Tuonela, le pays du sommeil éternel. Donc avant qu'il n'y arrive, il y a encore un laps de temps pour essayer de réparer cette erreur. Seulement, il va faire appel à Anu et Vil, donc notre héros accompagné de son fidèle compagnon, qui était en pleine balade dans la forêt et qui donc n'était pas sur les lieux du village au moment où cela s'est produit et qui vont être chargés de réparer l'erreur du jeune renard. Et donc ça va les envoyer dans des mondes complètement parallèles, des univers parallèles ici de l'univers céleste, de l'entre-deux quelque part jusqu'à Tuonela aussi. Nous allons vraiment découvrir ces différentes strates de l'univers du pays nordique et voir comment et s'ils vont parvenir aussi à ramener leurs proches et les villageois. J'ai adhéré au graphisme et j'ai même été très attachée à Vil, le fidèle compagnon de Anu, qui est un chien métamorphe et qui va du coup à chaque chapitre se transformer en un être différent et qui fait partie des légendes mythologiques en fait de la Finlande. Et donc cela nous permet déjà d'en apprendre plus puisque moi je suis partie vraiment vierge de toute connaissance concernant ces légendes du pays nordique. Je pense que je me ferai un plaisir de relire ce livre le jour où je voyagerai dans un des pays du Nord tels que la Finlande et que j'aurai davantage de connaissances à ce sujet et de paysages en mémoire, en tête, vraiment une imprégnation qui me permettra d'autant plus de, ici, de rentrer dans l'histoire, d'aller explorer davantage et de mieux comprendre également puisqu'ici j'ai tout découvert et comme l'explique ici l'autrice, elle est revenue sur ces légendes-là mais sans les expliquer puisque ce n'était pas le but de cette œuvre-là. Le but c'était de s'en inspirer pour pouvoir aller dans un monde, dans un univers qui lui appartient. Néanmoins, je la remercie pour les quelques notes de fin. À la fin du livre, elle revient justement sur le prénom des personnages. Elle propose un guide mythologique finlandais justement pour expliquer ce qu'est Tuonela, ce qu'est la représentation par exemple de l'élan de ici, le cantel, etc. Elle explique vraiment les différents termes que nous découvrons lors de cet ouvrage et cela m'a vraiment aidée, je l'admets. Donc j'ai apprécié ma lecture, néanmoins côté scénario, je suis restée un petit peu sur ma faim. Alors ça a été une lecture très agréable, attention, mais je me suis un petit peu lassée car à chaque fois il y a ce phénomène de répétition qui va se faire au travers du chien métamorphe. On a tout le temps à chaque chapitre la même répétition. Il se transforme, on va essayer de trouver la personne que nous devons contacter dans le monde où nous atterrissons, nous devons lui transmettre tel objet, etc. Et c'est toujours le même scénario qui se répète à chaque chapitre et vous l'aurez constaté, il y a pas mal de chapitres donc au final ça m'a un petit peu lassé ce fonctionnement là mais très léger parce que j'ai quand même grandement apprécié cette lecture et je me ferai un plaisir comme je vous le disais de redécouvrir cette œuvre là mais dans un contexte beaucoup plus approprié et avec davantage de connaissances sur le sujet. Et puisque nous parlons de répétition, je vous propose de rebondir sur la romance que j'ai lue au mois de février. Et si on recommençait de Yannick Raoul. J'ai adoré la couverture, très douce. Donc une romance pleine de douceur jusqu'à la couverture, jusqu'à la texture de ces pages qui sont également couleur crème et vraiment très douce également. J'ai adoré cette romance qui a été un véritable coup de cœur pour moi, qui ne suis pas très romance à la base. C'est vrai que je n'apprécie pas vraiment le côté un petit peu gnangnan, le côté un petit peu parfois trop facile et ça ne pourrait pas m'arriver dans la vraie vie et du coup, bon, des illusions. Ici, j'ai vraiment apprécié ma lecture que j'ai lue à la période de la Saint-Valentin, justement le jour où j'ai fêté moi-même mes 30 ans. Pourquoi je dis cela? Puisqu'ici, nous allons suivre Mélanie, qui est à l'aube justement de ses 30 ans et qui entretient une relation amicale depuis quelques années avec Nicolas, une relation amicale mais parfois ambiguë. Lui aimerait clairement être avec elle, mais elle apprécie davantage la sécurité, le confort avec son conjoint, avec sa vie. Et lui, il n'a pas peur de voyager, de sortir de sa zone de confort. Il aimerait l'emmener avec lui, mais
Est-elle prête? Ils se trouvent à la croisée des chemins. Là, ils vont être amenés à faire de nombreux choix. Donc, à savoir lesquels, c'est tout l'intérêt de cette histoire, à savoir, est-ce qu'il est encore temps à 30 ans de changer de voie, de tout remettre en question finalement? Est-ce qu'il vaut mieux écouter son cœur, sa passion, plutôt que la sécurité, la raison? Que vaut-il mieux faire? C'est vraiment tous ces sujets-là qu'aborde ici Yannick Raoul, avec dans sa plume une douceur, à la fois du réalisme. Et ça, c'est le côté que j'ai beaucoup apprécié dans cette romance, c'est qu'elle est très réaliste. C'est vraiment des échanges au niveau de la communication entre Mélanie et Nicolas, des échanges que nous pourrions avoir avec un ami aussi dans la vraie vie, avec un éventuel prétendant. C'est également des comportements que nous pourrions avoir puisque nous allons les suivre dans leurs réactions, dans leurs comportements, dans leurs choix. Et finalement, ça se tient. Ça se tient assez bien jusqu'à la fin. Il faut noter qu'ici, Yannick Raoul a pris le parti de se concentrer exclusivement sur Mélanie et Nicolas. Ce qui fait que nous n'allons pas forcément tenir compte des réactions des autres personnages. Ce que j'ai apprécié également, c'est que je me suis aussi bien attachée à Mélanie qu'à Nicolas. Donc aussi bien à la figure féminine que masculine, et ça c'est vraiment très intéressant je trouve également dans cette romance, c'est que parfois on a tendance à pouvoir s'attacher qu'à l'un des deux personnages, à pouvoir s'identifier qu'à l'un des deux, et là ce n'est pas le cas. Je me suis vraiment retrouvée dans les deux, avec des sentiments partagés auprès des deux. C'est à la fois une romance réaliste mais également très positive, optimiste, qui nous amène à croire au fait qu'il n'est jamais trop tard, à croire qu'il est toujours temps de s'écouter, de prendre soin de soi aussi, de ne pas, attention, tomber dans la dépendance d'autrui. Donc c'est ça que j'ai aussi beaucoup apprécié ici, c'est que l'auteur rappelle bien l'importance aussi de prendre soin de soi et de pouvoir aussi déjà se conforter soi, créer un cocon quelque part de sécurité, une stabilité vis-à-vis de soi pour après pouvoir mieux s'ouvrir à autrui. Donc s'aimer soi pour aimer l'autre aussi. Et ça c'est très intéressant, j'ai trouvé qu'il l'amenait de manière très subtile au travers de quelques phrases sans réellement le dire de manière explicite. Et donc j'ai beaucoup apprécié cette approche-là, très cohérente, très juste et très réaliste finalement, et qui peut nous aider à nous relever, et notamment lorsqu'on arrive comme moi à 30 ans avec des chemins différents qui se proposent à nous sans savoir lequel prendre, et qui là peut nous aider, nous aiguiller également, ou du moins nous rassurer, nous conforter sur le fait que nous ne sommes pas seuls et sur le fait qu'il y a toujours une solution. Très belle lecture et un véritable coup de cœur. Enfin, je termine ce point lecture avec la toute première réception livresque que j'ai reçue de la part d'une autrice, Anna Hodge, et que je remercie très chaleureusement pour ce cadeau. Ce livre a une valeur toute particulière à mes yeux. Il s'agit de Impie. Ici, nous allons suivre Nadja qui est devenue impie dans un monde qui est complètement dystopique. Donc, qu'est-ce qu'une dystopie? À la différence d'une utopie, l'utopie, c'est vraiment un monde merveilleux, un monde où tout est parfait, un monde idéalisé quelque part, non probable, mais idéal. Et la dystopie, à contrario, c'est un monde certes idéalisé par certaines personnes, mais qui amène à la terreur et à l'horreur pour d'autres, en fait, complètement, et qui est finalement un désastre planétaire, humanitaire. Et c'est le cas ici, c'est-à-dire que certaines personnes ont le confort, le pouvoir, le luxe absolu, et d'autres personnes sont devenues comme Nadja, impies, c'est-à-dire des esclaves, des étrangers pour eux, pour ces personnes qui dirigent ce nouveau monde. Nous sommes dans un univers très actualisé, avec la présence de drones, avec la présence de combinaisons double peau, la présence d'un univers multiplanétaire. La combinaison double peau a pour but de soumettre, de contrôler finalement les impies, les esclaves, puisqu'ici cette combinaison va réguler votre homéostasie, va réguler votre température, beaucoup de choses au niveau du bon fonctionnement de votre corps, mais également si vous faites la moindre faute, si vous faites le moindre écart, votre maître peut, grâce à un petit boîtier qu'il possède de votre combinaison, vous administrer une douleur dont le level, dont le niveau est variable suivant le choix de votre maître, et en général beaucoup plus forte que l'erreur en question, bien entendu, puisqu'on ne supporte pas ici le moindre écart, la moindre rébellion ici est sanctionnée. Les impies ici sont coupés de leur famille, sont envoyés auprès de différents maîtres qui les possèdent, sont coupés de toute possibilité de communiquer, sont souvent dans le silence. Et donc ici nous allons suivre Nadja dans ce voyage aussi intérieur, puisqu'on va partager avec elle ses pensées, ce qu'elle ressent au fur et à mesure de cette expérience en tant que impie, et puis comment elle peut rester Nadja dans ce rôle de impie. Est-ce que finalement
ce régime complètement totalitaire va parvenir à l'anéantir totalement, à anéantir ce qu'elle est profondément à l'intérieur d'elle-même, à anéantir la personne qu'elle est à l'origine, c'est-à-dire Nadja. Est-ce que derrière Impi, on peut totalement supprimer, abolir Nadja quelque part? Et comment va-t-elle faire? Comment vont-ils faire pour se rebeller, pour se sortir de là? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que ce n'est pas à l'avance voué à l'échec, puisque c'est un régime où rien ne semble pouvoir être possible? Non, on ne contrôle pas sa propre vie. J'ai beaucoup apprécié la première partie de ce roman qui vraiment se consacre à la science-fiction, avec la découverte de ce monde dystopique, de son fonctionnement, toute l'horreur aussi des pratiques et des punitions qui sont infligées au Wimpy. Donc ici, j'ai vraiment apprécié cette première partie. Ça peut paraître un petit peu d'ailleurs sadique de dire ça. J'ai apprécié une partie dystopique. Bon, le fait est que j'ai apprécié toutes les réactions, parfois rationnelles comme irrationnelles, qui sont montrées ici. Là où j'ai été davantage surprise et où cela a un petit peu gêné ma lecture, c'est la seconde partie où entre en scène la romance. Et qui, selon moi, a peut-être même pris davantage la part sur la science-fiction, la romance. Je ne m'attendais pas du tout à y trouver de la romance. Et en fait, c'est toute l'originalité ici de l'autrice, toute sa distinction, qui est d'associer la science-fiction à la romance, en fait. Elle vraiment a pris ce parti pris qui ne l'a pas forcément fait avec moi, dans le sens où la présence de romance ne me dérange pas. Dans la première partie, il y avait de l'attraction entre personnes. Il y avait cette attention, ces regards, ces sourires, ces gestes. Mais on n'allait pas jusqu'à une relation explicite, jusqu'à des gestes vraiment bien démontrés. Et j'ai trouvé que ça apportait de la tension supplémentaire à l'histoire, à l'intrigue, que ça apportait justement tout ce côté réalisme de une relation qui est impossible aujourd'hui de par le système qui est mis en place. Et dans la deuxième partie, ce n'est pas le même parti pris, dans le sens où là, les relations sont clairement explicites. On se révèle au niveau des sentiments. Et là, en fait, ce qui m'a gênée personnellement, c'est qu'on a une dystopie qui se termine en happy end, en fait. Happy end en mode romance avec peluche, cravate et fleurs. Alors là, pour moi, ça a été too much, en fait. C'est clairement les codes de la romance qui ne le font pas avec moi, en fait. Et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, donc là, c'est trop pour moi. Mais par contre, je pense que ce choix-là peut être très pertinent pour les lecteurs qui souhaitent se lancer dans une SF et notamment dans une dystopie, mais qui redoutent le fait que ce soit peut-être un peu trop lourd, parce qu'en effet, il faut pouvoir le digérer, hein. Une vraie dystopie, si elle avait été menée à 100% et jusqu'au bout, et que ça s'était mal terminé, dans l'idée que je m'en faisais moi, il faut pouvoir l'encaisser. Donc c'est vrai que d'avoir une romance qui est associée et finalement finir en happy end, bon, ça permet quand même d'être plus léger en fin de lecture et de pouvoir souffler un petit peu, tout en gardant en tête ce qui s'était passé dans la première partie. Donc je pense que ça peut plaire à de nombreux lecteurs, ce côté-là. Vous avez 2 spin-offs liés à ce roman, dont Résonance qui va plus aller du côté de la romance et Trajectoire qui lui va plus se porter sur le penchant SF, donc science-fiction. Donc libre à vous de choisir celui qui vous fait envie. Ici, vous aurez un mélange des deux. En plus, cela permet vraiment de se plonger dans l'histoire et je me suis beaucoup attachée à Nadja également, donc ça fonctionne réellement. Donc je remercie l'autrice pour cette très belle découverte qui m'a donné envie personnellement de me replonger dans la SF, de découvrir, d'aller vers ce champ-là et de découvrir d'autres science-fiction par la suite. Donc merci beaucoup. Et voilà, j'en ai terminé avec le point lecture du mois de février. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces lectures. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si vous en avez lu certaines et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne également pour me soutenir et je vous retrouve très bientôt. Ciao!